Tandis que les Républicains réfléchissent à leur refondation, eh bien, la République En Marche, elle, essaye de poser les bases de sa fondation. C'est avec Guillaume Chiche, député La République En Marche, que nous sommes ce matin dans les studios du Figaro. Député LREM et qui va participer donc à cette fondation. Bonjour Guillaume Chiche. Bonjour Yves. Donc le congrès, c'est dans un peu moins de 15 jours maintenant. Exactement, le 18 novembre. Ça va se passer à Lyon. C'est un hasard, Lyon, c'est quand même la ville de Gérard Collomb. C'est la ville de Gérard Collomb. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a jamais de hasard et c'est un grand plaisir d'aller dans sa ville pour ce premier congrès. Alors combien de listes vont concourir pour constituer le bureau national? Il y a 4 listes qui ont été déposées pour constituer le bureau exécutif. Il y a celle menée par Laetitia Avia, qui a le soutien de Christophe Castaner. Il y en a une qui est pilotée par le député Son Forget. Ouais. Il y en a 2 autres, je vous passerai l'énumération. Quelles sont les différences entre chacune de ces écoutez, elle raconte des histoires différentes. Il y en a qui sont plus à gauche, d'autres plus à droite? Non, je ne le positionnerai pas en termes de marqueur politique. Ouais. Par contre, je le positionnerai en termes d'équilibre. Celle qui a les faveurs de Christophe Castaner, menée par Laetitia Avia, eh bien, notamment, elle pose une parité entre des parlementaires, des non-parlementaires, des hommes, des femmes, des personnes qui ont des responsabilités aujourd'hui, d'autres qui n'en ont pas. Il y aura 30 personnes dans ce Conseil national? Il y aura une liste de 20 personnes qui sera votée à la faveur du Congrès du 18. On pourra panacher? Et ensuite, a priori, il n'y a pas de panachage. C'est une liste qui remporte tout. Et ensuite, il y aura 10 autres personnes qui seront nommées. Ces statuts, ils font l'unanimité, ça ne grogne pas dans les rangs? Ces statuts, ils ont été soumis au vote des militants. Et donc, ils ont été adoptés. À quoi il va servir cette institution? À quoi elle va servir? Eh bien, elle va servir à déterminer l'orientation des travaux du mouvement politique. Et aujourd'hui, la tâche, elle est grande. D'une, servir d'aiguillon politique pour le gouvernement. De 2, structurer un mouvement politique partout dans les territoires. Et aujourd'hui, on a besoin de s'implanter. Pas seulement préparer les élections intermédiaires, mais ce qu'il faut faire, vous savez, à La République En Marche, on a toujours été dans une démarche d'ouverture, où on agrégeait, où on écoutait, où on donnait la parole aux militants, où on donnait la parole aux habitants. Et c'est donc être en capacité d'écouter les inquiétudes et les attentes du terrain pour les faire remonter. Et ça fait aucun doute, Christophe Castaner sera le délégué général du parti? Écoutez, aujourd'hui, c'est le seul candidat. Et moi, à la faveur du 18 octobre et du Congrès, je lèverai la main pour lui et je lui ai d'ailleurs apporté mon parrainage. Il peut rester ministre en étant dans cette fonction? Je pense que c'est une discussion qui relève du président de la République, du Premier ministre et de Christophe Castaner lui-même. Peut-être votre mot à dire quand même, non? Moi, mon mot à dire, moi j'ai des impressions. C'est que je pense que Christophe Castaner, il a fait la démonstration de sa compétence aujourd'hui en tant que porte-parole et en tant que ministre en charge des relations avec le Parlement. Donnez-moi la réponse. Il peut cumuler ou pas? Moi, je pense qu'il peut cumuler si c'est bien organisé. Ah bon? C'est-à-dire s'il y a un accord au sein de l'exécutif gouvernemental pour organiser notre travail. On est dans une société politique aujourd'hui qui ne veut plus de cumul et là, vous êtes pour le cumul. Écoutez, moi, je ne dis pas que je suis pour le cumul à tout crin. Ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, le poste de délégué général, c'est un poste bénévole. Et donc, même si Christophe Castaner quitte l'exécutif gouvernemental, il n'en demeurera pas moins député avec des travaux à assumer. C'est dur d'être un parti le parti présidentiel? C'est dur? C'est dur, d'exister, à mon avis, d'être un parti politique, d'être un mouvement politique, comme La République En Marche. Et quand, en plus, on est aux responsabilités, on a une double tâche. On a celle d'être l'avant-garde éclairée du gouvernement et on a celle de défendre la politique gouvernementale, la politique de la majorité parlementaire sur le terrain, mais aussi d'être dans une interaction avec les habitants de nos territoires pour faire remonter les inquiétudes. C'est notamment ce qui s'est passé quand on a parlé de la suppression de la taxe d'habitation. Ça a suscité un certain nombre d'inquiétudes chez les maires, dans la population. Eh bien, tout le travail qui a été fait par les parlementaires, et moi j'en fais partie, j'ai par exemple 60 communes dans ma circonscription, j'ai vu aujourd'hui 45 maires pour leur expliquer le sens de notre démarche. Les adhérents, les marcheurs, les militants. Vous êtes un messager? Je suis plus qu'un messager, j'explique le sens de nos réformes, et surtout quand ça coince ou qu'il y a une inquiétude, je la fais remonter dans les travaux parlementaires
et au sein de l'exécutif Alors, il y a eu un gouvernemental. article dans Le Monde récemment sur la garde avancée d'Emmanuel Macron au Palais Bourbon. Vous figurez dans cette garde avancée. On dit, vous êtes des janissaires dévoués corps et âme au chef de l'État, qui ne dépendent que de lui, ne rendent des comptes qu'à lui. C'est vrai? Moi, je suis un militant. Je suis député, mais un militant. Ouais. Et je me suis engagé aux côtés d'Emmanuel Macron. Oui. Et effectivement, je suis dévoué corps et âme pour le président de la République. Et je monterai au front à chaque fois que ce sera nécessaire pour défendre son action, parce que je la partage. Oui. Mais vous pouvez le critiquer aussi, non? La critique pour la critique, ça ne sert pas à grand-chose. Vous êtes d'accord sur tout? Ce qu'attend le président de la République, c'est qu'on lui adresse des signaux d'alerte quand besoin s'en font sentir. Quand, par exemple, on sent qu'on prend un chemin qui n'est pas forcément le meilleur. Et au-delà de la critique, qu'on soit en capacité d'apporter des solutions, de proposer. Alors, je disais en introduction que les Républicains songent et travaillent à leur refondation. Ils vont demain présenter le fruit de leur réflexion. Est-ce que le clivage gauche-droite, il a disparu? Écoutez, le clivage gauche-droite, il n'a pas disparu. Moi, j'ai l'impression que... vous le reconnaissez quand même? Il continue, mais... Il continue à vivre? Il continue à vivre, mais dans ce qu'il y a de pire, c'est du positionnement. Moi, je regarde la droite de Laurent Wauquiez, qui exerce un repli identitaire, qui va aller pactiser avec Sens commun. À la sortie d'une séquence où on a démasqué un petit peu l'obscurantisme et l'incompétence du Front National, et où Laurent Wauquiez se précipite pour aller ramasser ce masque. Et à gauche, on a des personnes qui, par fainéantise intellectuelle ou alors par facilité, s'évertuent à nous attaquer en disant que on est le parti des riches, on fait la démonstration inverse. Donc, il y a les Républicains, il y a le Parti Socialiste, il y a le Front National, il y a Vous redoutez la le retour France des Républicains sur la insoumise. scène? Il y a une opposition entre les deux. Nous sommes au milieu de tout ça. Et nous nous émancipons justement de ces vieilles guerres droite-gauche. Nous sommes en responsabilité et nous avançons. Vous étiez proche de Dominique Strauss-Kahn. Tout à fait. Vous avez vu ce qu'il a dit ce week-end? Le Parti Socialiste doit disparaître. Vous êtes d'accord avec lui? Moi, vous savez, je pense qu'un mouvement politique ou un parti politique, ce n'est qu'un outil. C'est un outil au service de cause, c'est un outil au service de nouvelles réformes. Et donc, on doit avoir cette approche très utilitariste. Moi, là où je partage ce qu'il a dit, c'est que je pense que le Parti Socialiste n'est plus un outil adapté. Il est mort. Et c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint La République Il est mort, en le Parti marche. Socialiste? Eh bien, moi, écoutez, quand je le regarde avec une certaine émotion, parce que comme vous l'avez dit, j'ai été dans ses rangs, eh bien, je constate que ce qui a conduit à sa perte, aujourd'hui, perdure. Il y a une nouvelle guerre des chefs. Il y a pas assez d'idées? Une sorte de nouvelle génération qui essaye de se positionner. C'est pas que les idées sont vieilles. C'est qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste, je crois que ça fait plusieurs années qu'il a arrêté de travailler. Vous êtes de gauche ou de droite? Moi, je suis issu de les rangs de la gauche. Et la République En Marche, elle est de gauche ou de droite? La République En Marche, elle est et de droite et de gauche. Et c'est être en capacité de sortir. Vous avez vu ce qu'a dit Dominique Strauss-Kahn? C'est qu'elle n'est pas assez et de gauche et de droite. Eh bien, je ne partage pas son point de vue. Ah bon? Moi, je considère que nous sommes et de droite et de gauche, avec des personnes issues des rangs de la droite, avec des personnes issues des rangs de la gauche, et qu'on met au pot commun nos compétences, notre capacité à innover sur des nouvelles propositions pour avancer. Un sujet qui pourrait vous diviser à l'intérieur de La République En Marche, ce sont les allocations familiales, et vous êtes un spécialiste, comme parlementaire des questions familiales. Madame Buzyn, la ministre de la Santé, dit on pourrait les supprimer pour les classes les plus aisées, ces allocations familiales, et vous allez être chargé, enfin vous allez être rapporteur d'une commission d'enquête, d'information parlementaire à partir du mois de décembre. Quelle est, votre position là-dessus? Moi, ma position, elle est claire, c'est que tous les enfants en France, ils doivent pouvoir vivre dans la dignité. Et aujourd'hui, notre politique familiale, elle n'enraye pas une chose, c'est la cristallisation des inégalités sociales. Aujourd'hui, on a 20% des enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté. On a une nouvelle structure de la famille avec de plus en plus de familles monoparentales, parmi lesquelles 36% vivent sous le seuil de pauvreté. On a un taux de natalité qui est en baisse depuis 2014. Il faut en finir avec l'universalité. Moi, ce que je pense, c'est que, allocations familiales, comme pour toutes les politiques, on poursuit des objectifs. Si c'est celui de préserver les enfants de la pauvreté, si c'est celui de permettre de concilier un travail et une vie familiale, si c'est celui de soutenir la natalité, si ces objectifs y sont partagés, alors on réinterroge la politique
pour y parvenir. Demain, moi je crois qu'il y a des couples qui gagnent 6 000, 7 000, 8 000 euros par mois et qui, parce qu'ils ont 2 enfants, perçoivent une allocation familiale. Eh bien, moi, je ne suis pas persuadé qu'avec, par exemple, 60 euros par mois, eh bien, on soit préservé de la pauvreté, on soit encouragé à faire des enfants. Par contre... Donc il faut davantage donner aux couples, aux foyers modestes et moins aux foyers riches. Il faut davantage donner à ceux qui en ont le plus besoin. Et alors, qu'est-ce que vous êtes sensible à ce discours qui consiste à dire, en fait, c'est toujours les classes moyennes qui trinquent, quoi? Mais c'est toujours les classes moyennes qui trinquent. Mais les classes moyennes, on fait quoi? On est à la sortie de l'adoption du projet de loi de finances et du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Oui. On vient supprimer la taxe d'habitation pour les personnes gagnant ça, de moins de 2 500 euros. Vous avez dit ça, vous dites on a tout compensé. Non mais bien évidemment, c'est notre mantra. Pourquoi? Parce que c'est inédit. On redonne du pouvoir d'achat directement aux classes sur les allocations familiales, par exemple. Et il ne vous a pas échappé qu'elles ont diminué pour les foyers un peu aisés. Il y a une avec modulation. François Hollande. Comme par hasard, eh bien, le taux de natalité est retombé en France. Écoutez, le taux de natalité, il a baissé depuis 2014. Oui. Moi, est-ce qu'à un moment donné, vous pensez que ça a dissuadé les catégories les plus favorisées en perdant 100 euros par mois? Est-ce que ça les a dissuadés d'avoir de nouveaux enfants? Je vous pose la question. Eh bien, moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Non. Vous pensez que ce n'est pas du tout lié, alors que c'est une politique qui marche, la politique familiale, tout le monde s'accorde à le dire en France. Mais attendez, c'est une politique... Vous allez la casser. Aujourd'hui, c'est une politique pour laquelle on déploie 59 milliards d'euros. Ouais. L'enjeu, c'est pas de savoir si on va mettre moins d'argent. Moi, je pense que l'effort doit rester le même, c'est de distribuer autrement et c'est de produire des effets. Moi, je suis pas d'accord avec le fait de dire je gagne 10 000 euros par mois, j'ai un enfant, est-ce que le fait de gagner 64 euros, ça va m'encourager à avoir un deuxième enfant, ou alors le fait de ne pas les avoir, ça va me dissuader dans le fait de faire un deuxième enfant. Quand on gagne 10 000 euros, l'impact, il n'existe pas. A contrario, quand on est au SMIC, quand on est une famille monoparentale, quand on gagne 1 500 euros par mois, qu'on a un enfant, qu'on s'interroge sur le fait d'avoir un deuxième enfant, eh bien, le fait de ne pas avoir une offre supplémentaire, un soutien supplémentaire, eh bien ça peut nous dissuader d'avoir un deuxième enfant. Et aujourd'hui, le projet de fonder des familles, le projet d'avoir des enfants, au-delà du fait que le pays en a besoin, c'est quelque chose qui doit être ouvert à tous. Et donc, pour que ce soit ouvert à tous, eh bien, on se concentre vers les plus modestes. Voilà, eh bien, on va poser vos questions maintenant, chers internautes, à Guillaume Chiche, avec la présence de Valentin Pilate, qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Valentin. Bonjour Yves, bonjour Guillaume Chiche. Bonjour. On va parler un peu des forains et de la suppression de ce marché de Noël. Paris. À Paris, effectivement. Donc pour Janine, sur Facebook, c'est synonyme tout simplement de Made in China. Donc au final, c'est bien. Les produits qui sont vendus. Les produits qui sont vendus, absolument. Mais pour Marcel, c'est le droit de fêter Noël qui est supprimé. Qu'en pensez-vous? Vous partagez l'un de ses avis? Écoutez, vous m'interrogez sur un territoire qui n'est pas le mien, au-delà du fait que je me rends à l'Assemblée nationale. Vous êtes député de la Nation régulièrement, aussi, je suis député de la Nation, bien évidemment. Moi, je pense que l'esprit de Noël, il faut le conserver, bien évidemment. Je vois ce que peuvent produire comme cohésion et comme dynamisme dans un centre-ville ou dans un centre-bourg, un marché de Noël. Et je pense que c'est plutôt de bon augure. Je pense que c'est le genre de marche à conserver. Moi, je ne m'exprimerai pas sur le fait de dire est-ce que M. Campion a raison ou non. Je pense que pour la capitale française, c'est bien qu'il y ait de l'animation à l'occasion des fêtes de fin d'année. Crèche de Noël, vous êtes pour? Crèche de Noël, écoutez, je ne suis pas spécialement pour ni contre. Je pense que en restant dans un cadre légal, nous pouvons tout à fait nous en sortir. C'est conciliable. Ouais. Voilà. Concernant les Paradise Papers, Vincent aimerait savoir si l'Europe est, selon vous, assez mobilisée sur le sujet. Est-ce qu'elle combat assez virulemment cette optimisation fiscale? Eh bien, moi, je pense qu'elle doit la combattre d'autant plus. Paradis fiscaux. Les Paradise Papers, c'est quoi? Contrairement au dossier des Panama Papers, c'est la démonstration qu'en restant dans le champ de la légalité, eh bien, on peut échapper à l'impôt. Oui. L'impôt, aujourd'hui, c'est constitutif des droits. C'est constitutif de la citoyenneté. C'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On paye l'impôt pour jouir des droits du citoyen. Et donc, s'il y a des trous dans la raquette, y compris au niveau européen, qui permettent à certains, par des mécanismes d'optimisation fiscale, par des mécanismes légaux d'échapper à l'impôt, eh bien, nous devons aller plus loin.
Donc vous devez légiférer aussi? Moi, je pense qu'à un moment donné, il y a un travail qui a été fait pour mettre en lumière des manques. Je pense que c'est la démonstration que ce sujet, il se traite au niveau européen. S'il s'avère que le meilleur moyen d'agir, c'est de légiférer, eh bien nous devrons légiférer. Donc vous allez vous mettre à dos tous les cabinets d'avocats qui travaillent sur l'optimisation fiscale. Mais l'enjeu, c'est pas de séduire le plus grand nombre. L'enjeu, c'est de faire en sorte que notre société, elle emprunte la voie du progrès. Très bien. Voilà. Étant membre de la commission sociale des affaires sociales à l'Assemblée nationale, vous en avez parlé brièvement des allocations familiales, mais Annick aimerait savoir où en est ce dossier. Est-ce que concrètement, oui ou non, il y aura cette suppression de la fin de l'universalité des allocations familiales? Oui ou non? Écoutez, les choses sont très claires et je ne vous répondrai pas par oui ou non. Il y a aujourd'hui une mission d'information parlementaire sur la politique familiale qui m'a été confiée. J'en serai le rapporteur. Il y aura un co-rapporteur, un député d'opposition, M. Lurton, qui siège parmi les Républicains. Et donc, nous aurons plusieurs mois. Quand est-ce que vous remettrez vos travaux? Aujourd'hui, la mission parlementaire doit débuter en décembre. Ouais. Elle doit rendre ses conclusions fin février. D'accord. Donc, fin février, nous devrons être en capacité de dresser un constat et de proposer des pistes d'évolution. À qui? Et je rappelle aux membres de l'Assemblée nationale, aux députés. Et nous pouvons bien évidemment faire une présentation auprès de l'exécutif gouvernemental, et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il soit particulièrement attentif aux résultats de nos travaux. J'ajoute une chose pour répondre à la question qui est posée, c'est que justement l'exécutif gouvernemental, le Premier ministre lui-même, Bruno Le Maire, Agnès Buzyn, ont dit que ça nécessitait un travail qui s'étale dans le temps, un travail approfondi, et que justement nous ne rentrions pas dans une logique qui consistait à dire on est contre ou on est pour, et donc on légifère dans un laps de temps très restreint. Dernière question. Alors oui, ce sera ma dernière question. Ça fait maintenant 6 mois qu'Emmanuel Macron est élu. Les internautes du Figaro font leur bilan. Et pour Alain, c'est un nouveau monde qui se dessine. Mais en même temps, il dénonce une sorte de matraquage fiscal, peut-être en référence à la hausse de la CSG. Qu'en pensez-vous? Moi, je partage tout à fait le constat d'Alain. On fait énormément de choses. Ça fait 6 mois qu'Emmanuel Macron est élu président de la République, un peu plus de 4 mois que la majorité parlementaire est installée à l'Assemblée. Et nous avons, alors que nous ne pouvions nous reprocher un certain amateurisme, légiféré sur la loi de moralisation, sur la loi travail. Nous avons adopté un projet de loi de finances, un projet de loi de finances de la sécurité sociale. Nous avons initié, François de Rugy a initié une transformation de l'Assemblée nationale. Et fiscalement. Aujourd'hui, nous avons décidé de mettre le curseur sur les plus modestes. Nous avons décidé de redonner du pouvoir d'achat avec la suppression de la taxe d'habitation. Je ne crois pas que ce soit du matraquage fiscal. Nous avons décidé de l'augmentation de la CSG pour pouvoir réduire, supprimer des cotisations, notamment cotisations sur chômage, cotisations santé, pour redonner des marges de manœuvre aux actifs. C'est un enjeu d'équilibre. Voilà, c'était le mot de la fin de Guillaume Chiche, député des Deux-Sèvres, qui vous a répondu à vos questions, chers internautes. Merci Valentin Pilate, de vous être fait le médiateur de vos questions. Et à demain pour de nouvelles aventures.